fait souvent d'amener des questions et non pas des réponses toutes faites. Parce que c'est une de mes fâcheries souvent dans les cénacles psychanalytiques, c'est que l'idéologie précède le fait clinique. Donc les collègues trouvent toujours à l'avance ce qu'ils vont chercher. Bon, mais il ne faut pas généraliser non plus à toute la psychanalyse, mais souvent les sciences humaines, les autres collègues ou les philosophes, les historiens nous reprochent cela. Mais c'est vous, là, vous avez toujours un discours à l'avance, et quand on vous demande sur quel fait clinique ça s'établit, on trouve peu de documents pour le lire, pour se renseigner, ce qui est vrai. C'est très fort, parce que, effectivement, notre anthropologie, c'est la clinique. Exactement. Donc, en principe, on n'est pas des idéologues, on est des praticiens. On reçoit des enfants, des jeunes, des familles, des personnes plus âgées à l'occasion. Et on fonde notre psychopathologie sur ça. Freud, il a fait que ça, tout en établissant, il essayait d'établir un certain nombre de règles générales qui ont valu pour ce qu'on appelle la psychanalyse. Bon. Alors, qu'appelle-t-on famille? C'est déjà la première question, ça a été dit forcément au passage. D'habitude, les psychanalystes, quand ils utilisent le signifiant famille, c'est la famille oedipienne classique. C'est-à-dire, ils ont une vision ethnocentrée de la famille bourgeoise, c'est très clair. Hein, papa, maman, le petit rejeton, éventuellement la petite sœur, vice-versa, bon voilà. Et le curé. Et le curé, et la bonne. Voilà, bon. C'est donc, alors je dirais un mot tout à l'heure de la question de l'Oedipe chez Freud, là. Il va de soi que quand vous recevez, là par exemple, dans mon service, on s'est porté la volontaire, effectivement, pour recevoir en nombre des enfants réfugiés demandeurs d'asile. Et donc on a des familles qui nous viennent du bout du monde, d'Afghanistan maintenant, enfin bref. Et quand vous recevez, là par exemple, j'ai reçu la semaine dernière une jeune fille de 20 ans qui avait fui un pays africain où se pratique encore ce qu'on appelle les mariages forcés et un certain nombre quand même de mutilations sexuelles obligatoires. Mais là, quand elle dit que c'était exigible dans la famille, ce n'était même pas ses parents. C'est pas ses parents, c'est-à-dire qu'un beau jour, la famille élargie, le village se réunit, ils vont chercher la fillette et disent « c'est ainsi ». La mère elle-même était totalement hostile à ça, et donc elle a fui, elle a pris l'avion, s'est retrouvée en Italie, puis en France. Donc la famille, ce qu'on appelle la famille en Afrique, par exemple, évidemment, c'est peu soluble dans l'Oedipe, il faut être honnête. Hein. Moi, j'ai été travailler à l'époque au Bénin avec les collègues sur place, les psychiatres béninois, il y avait le premier service de pédopsychiatrie. Ils nous ont dit, vous êtes gentils, les psys français, on vous accueille, on discute, mais faites attention quand même de pas, quand nous parlons, faites un petit effort pour ne pas rendre toute la clinique et tous les symptômes solubles dans la Vienne de l'époque de Freud, parce que chez nous c'est un tout petit peu autre quand même. Donc ils nous ont mis en garde contre ce réductionnisme auquel on peine à résister vraiment. C'est vrai que quand on se retrouve entre nous, bon, c'est comme ça. Autre exemple qui m'avait interloqué un jour, je reçois une maman qui venait de Chine, hein, une chinoise, une professeure d'ailleurs. Et on parle et elle m'annonce au passage qu'elle avait à la naissance laissé son petit enfant à une famille éloignée, justement. Moi, un peu bêtement de m'insurger, et de lui dire « Ah bon ?» Alors, elle m'a toisé en disant « Bon, arrêtez de me faire des discours, ici je sais, il y a Dolto, il y a ceci, mais nous en Chine, c'est pas comme ça. » Une vraie mère, peut laisser longtemps son enfant à un tel, c'est comme ça. Ça vous plaît pas, acceptez que chez nous, nous n'avons pas la conception psychopathologique. Ça m'a un peu douché, je dois dire, mais j'ai été obligé de prendre en compte la protestation, sauf à considérer que des pays immenses du monde n'ont aucune culture, aucun savoir-faire, aucune idée de ce qu'est la filiation, c'est pas possible. Hein, donc, dans nos unités, par chance, on reçoit des familles du monde entier, et je dois dire, ça nous décale, ça nous déplace, des fois ça nous angoisse, parce que oh là là, comment je vais penser ça, comment je vais l'accueillir, mais
Moi, j'essaye avec mon équipe, qui est quand même... Alors, en pédopsychiatrie, l'équipe est très féminine d'ailleurs. Hein, ça m'aide en partie parce qu'on accueille les choses sans les juger de surplomb, sans les toiser, sans les réduire à nos princeps communs. Et puis, on voit jusqu'où les questions peuvent aller. Alors, c'est juste une remarque. Par exemple, puisque vous parliez des bouts de chou de 3 ans, pour l'enfant petit, oui, à 3 ans, l'enfant, ce qu'il appelle lui-même la famille, vous savez, c'est quoi? Évidemment, ça peut être papa-maman, s'il y a au domicile les deux, ça peut être tel ou tel, si c'est... Souvent maintenant, depuis quelques années, les grands-parents ont beaucoup d'importance, parce que souvent ce sont les grands-parents qui gardent l'enfant, qui l'accompagnent aux soins, et ce qui est quand même assez récent dans la culture, hein. Enfin, en tout cas chez nous, ici. Et puis je dirais, les petits amis, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre maternelle, mais l'enfant petit considère que tel ou tel de ses petits amis font partie de sa famille. Dès lors, c'est-à-dire, c'est inclus dans le cercle de l'intime. C'est quand même extraordinaire que l'enfant, il est plus judicieux que nous dans sa définition. Il considère que le plus proche secourable, le plus proche qu'il aime, le plus proche qu'il voit avec plaisir, le plus proche dont il se soucie, et qui va rester des années durant auprès de lui, fait partie du cercle de ce qu'il appelle lui-même sa petite famille. On oublie, alors nous-mêmes, assez bizarrement, moi, j'ai souvent été interloqué en me disant, mais moi-même dans ma vie, il est vrai que les camarades, les amis que j'ai rencontrés très jeunes, dans mon imaginaire, pas dans le symbolique, mais dans mon imaginaire, ils font partie de ma famille, bien entendu. C'est-à-dire, je peux compter sur un tel comme sur mon frère, comme sur une sœur, évidemment. Et donc, il faut rester là-dessus assez tranquille et prendre appui sur notre propre histoire. Hein? Alors, j'avais donné, je crois, un article que vous avez eu la gentillesse de publier pendant la Révolution française. Vous savez que les juristes se sont réunis et on dit des choses pendant la Révolution française, donc ça date quand même de quelque temps. Hein? On dit des choses très extraordinaires pour essayer de faire un progrès par rapport à la haute famille patriarcale. Et on dit, mais peut-être faudra-t-il nommer famille un certain nombre d'individus au-delà du cercle strict. Mais déjà sous la Révolution française, les juristes en parlent. C'est retrouvable dans les... Alors il faut aller chercher, là c'est comme mon livre, il est dur à trouver, il faut aller chercher dans les bibliothèques, mais quand on lit ces documents, on se dit, enfin quand même, déjà il y a 200 ans, il se posait des questions d'une modernité fabuleuse. Donc n'oublions pas. Ce qui divise, comme vous le savez, les psychanalystes, la plupart du temps, ce sont tous les faits de modernité là, qui se sont accélérés. En particulier, là vous en avez parlé, les enfants dans les couples homosexuels, la PMA, bon. Il y a quelque chose là où bizarrement, je dirais, au lieu d'accueillir les questions, de les discuter tranquillement, c'est devenu tout de suite une crispation, comme si d'ailleurs on voit en politique les gauches, les droites, et je dirais que ça a terni non seulement souvent l'image de la psychanalyse elle-même, mais c'est surtout que ça rend totalement obscures les questions elles-mêmes. C'est-à-dire on passe plus de temps à faire dispute qu'à s'intéresser au fait lui-même, à les recenser. Je dirais tout à l'heure un mot, par exemple. Alors, il y a des choses en clinique, je dirais, assez décoiffantes, comme vous le savez, assez nouvelles. Par exemple, mais j'en dirais un mot, l'histoire du polyamour, ce qu'on appelle polyamour, qu'on n'entendait presque pas il y a 10-15 ans. Hein. Maintenant, vous avez des jeunes de 20 ans, en séance de psychanalyse, qui déclarent que ce signifiant, pour eux, non seulement a intérêt, mais a valeur. C'est-à-dire ils le défendent comme un vrai signifiant. Il y a une chose qui est quand même assez récente sous cette forme, c'est l'histoire de la bisexualité freudienne, qui est considérée maintenant, effectivement, par certains et certaines comme pouvant être agie, et pas simplement fantasmée, ou juste déposée dans l'enfance. Et puis, donc, je finirai là-dessus, mais je laisserai à la juriste sa part. Il y a l'histoire de ce qu'on appelait dans le temps le transsexualisme, ce qu'on appelle maintenant transidentité. Alors là qui cause
un océan de nouvelles questions cliniques, difficiles de suivi, avec des questions immenses, et là qui suscitent un bazar, je dirais, dans le milieu, enfin des psychiatres incroyable, et des psychanalystes, c'est-à-dire, il y en a qui sont complètement hostiles à ça, d'autres qui accompagnent déjà les suivis, évidemment. Et bref, donc j'en dirai un mot tout à l'heure, mais vraiment pour vous dire qu'on est à la crête, de changements importants, mais qui sont en cours, sur lesquels c'est bien qu'on se réunisse de temps en temps avec des collègues en dehors des psys pour en parler, pour se tranquilliser, pour écouter, pour se documenter. Mais c'est vrai que ça va s'accélérant, Alors, un petit point sur le mythe oedipien. Alors, vous savez, ce qui est curieux, c'est que donc Freud, dans un coup de force, comme il fait souvent, jette en 1900, dans ce qu'on appelle la science des rêves, là, son bouquin sur le rêve, tout d'un coup, il jette la question du mythe d'Oedipe. Alors, il s'en explique à peine, ça c'est l'autorité de Freud. Il dit voilà, pour comprendre comment l'inconscient est tramé, comment le rêve raconte la vérité de l'inconscient, je mets Oedipe au cœur. D'où ça lui vient, pourquoi il n'a pas pris d'exemple biblique, pourquoi ceci. Il s'en explique pas vraiment, mais en tout cas, ça restera le cœur vivant et douloureux de la découverte freudienne. Mais il y a un mais, c'est-à-dire même quand nous parlons entre nous, ce que vous appelez, ce que j'appelle souvent le mythe d'Oedipe, c'est le mythe d'Édipe rétréci. Hein. C'est la toute petite partie, là qui concerne. Oui, j'aimerais bien être avec maman pour, et donc je suis obligé de liquider mon père pour, enfin côté garçon. Donc. Mais le cœur narratif de Freud élude, comme nous le faisons souvent, une antériorité qui est la plupart du temps fort close, et qu'il faut nous rappeler, parce qu'elle est chargée, c'est l'histoire de Laios. Le crime pédophile de Laios, qui ouvre la pièce, et le suicide de l'enfant. Crime pédophile. Je rappelle, c'est qui c'est Laios? Eh bien Laios, alors le père. C'est le père. Voilà, le père, justement, le fameux père. Et donc, au départ, vous avez quand même, mais c'est énorme, crime pédophile, doublé du suicide en toute lucidité de l'enfant. Et ensuite, Oedipe. Et puis, en toile de fond, n'oubliez pas aussi une très belle histoire, si je puis dire, Zeus lui-même, qui était quand même très fougueux, avec Europe qui n'était autre que sa petite fille ou son arrière-petite-fille. Hein? Et donc là, vous avez, même pour nous, même en psychopathologie, je dirais, freudienne, c'est trop, je veux dire, c'est trop pour notre propre inconscient. C'est-à-dire, Oedipe, c'est déjà hard, comme récit, mais si on y regarde de plus près, c'est chargé d'une antériorité, d'une violence inouïe. Et c'est peut-être pour ça que les thèmes qui ont été mis de côté, fort clos, la question là du crime pédophile, des suicides, revient maintenant. C'est-à-dire ce qui est fort clos fait retour souvent, assez bizarrement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça revient beaucoup à se raconter par force, ou même au pénal, ou en justice. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est juste pour vous signaler que même quand on croit comprendre ce qui est un mythe pour la psychanalyse, et qu'on y regarde de près, on s'aperçoit que souvent nous n'avons été formés que sur un segment assez court, parce que c'est celui-là que Freud nous a désigné comme l'intéressant. Mais que, comme souvent, il y a tout intérêt à chercher un peu ce qui entoure ce mythe, ce qui a été mis sous le boisseau et qui fait justement retour. Il y a même le dépassement de l'Oedipe, avec Oedipe à Colonne. Alors après la suite, exactement, tu as raison. Après la suite, Oedipe à Colonne, etc. Donc moi je vous engage, comme d'ailleurs, là, souvent c'est les artistes qui font ça. Là il y a eu à l'Opéra de Paris un Oedipe fait par un Roumain, mais qui reprenait l'entièreté. Souvent c'est les artistes qui nous préviennent que il faut regarder un peu plus longtemps, il faut lire un peu mieux, il faut aller chercher les sources. Hein? Eh oui. Je vais très vite. Le polyamour.
Alors, je vais pas vous en faire une définition, mais c'est quand même un étonnement pour moi. Hein, c'est-à-dire, je reçois maintenant, comme probablement certains de vous, je dirais, alors souvent des jeunes femmes, plus que des jeunes hommes, mais on voit les deux, mais des jeunes femmes, je dirais, tout à fait construites, d'une trentaine d'années, enfin, tout à fait construites, je veux dire, pas du tout comme ça, et servent en rien, et qui déclarent faire autour de la question du polyamour, non pas une idéologie, mais un mode de vie. Moi, je joue un peu le naïf, donc je les questionne. Je leur dis, bon, ben, vous avez un mari, puis un amant. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire, elles refusent absolument qu'on dénomme à leur place, selon des normes classiques, les virtualités de l'amour qu'elles vivent. C'est non. C'est non, c'est non, c'est non. C'est-à-dire, sinon, elles vous renvoient dans vos cordes en disant que cette lecture n'est pas du tout celle qui conditionne leur vie. Souvent d'ailleurs, elles manquent de nomination pour dire davantage. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots. Alors, je lui dis, mais un tel, on a son prénom, comment vous le nommeriez? C'est un amoureux. Bon, il n'y a pas de vrai prénom qui vienne pour l'instant, ce qui est drôle. Alors moi, je les interroge plus, puisque tu parlais de la poésie, je les interroge plus sur la question de êtes-vous amoureuse? C'est-à-dire, j'en reviens à des questions, pas simplement de base, mais justement de poétique, en leur disant, mais donc, avec un tel, vous vous dites amoureuse, avec tel autre, vous diriez amoureuse. Et alors souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'elles disent souvent, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a une difficulté pour accoler le mot amour à l'expérience vécue, qui n'est pas sans amour, mais il y a une hésitation, et d'ailleurs, ce qui fait toute la richesse de ces cures, qui est d'interroger de quel lien il s'agit, sachant qu'elle semble s'inventer, en quelque sorte, des choses qui n'étaient pas si habituelles il y a 10 ans. Pareil, donc je vais très vite, pareillement, et pour nous, c'est pas si facile parfois à recevoir, sur le motif de la bisexualité. Hein. C'est-à-dire, là aussi, vous êtes parfois... Moi, j'avais été interrogé par une journaliste de je ne sais plus quelle revue, La Féminine, et il y a quelques années. Elle me disait, Docteur Tisler, là, vous pensez que ça existe, la bisexualité, vraiment? Alors moi, bêtement, j'ai dit, oh non, Agi, je crois pas. Agi, je lui ai dit, je crois pas tellement. Alors, elle s'était marrée. Je me dis, bon, peut-être, mais on va quand même se documenter mieux. Et effectivement, j'ai dû reconnaître petit à petit, puisque recevant également les choses, que la question de la dite bisexualité qui était chez Freud fantasmée, primitive, ça s'entend. Ça s'entend. Pour devenir quoi, on n'a pas le recul souvent nécessaire. On verra. J'en viens, alors, enfin je termine, pour qu'on puisse dire, vous voyez, mais c'est pour vous dire qu'en 10 ans, c'est ce que je disais, la clinique de la sexualité humaine, de la filiation et de la famille, c'est extraordinairement accéléré quand vous êtes dans un observatoire, quel cabinet d'analystes ou dans un service qui reçoit des jeunes. Mais on a affaire à des formes de vie, de propos, d'espoir, qui ne sont pas les mêmes choses qu'on discutait il y a 15 ans, en rien. Voilà, c'est comme ça. Dernier point, que je garde exprès de côté, qui est le plus polémique, le plus désagréable à discuter, qui est la question de la transidentité. Alors, je vais vous le dire en 2 mots. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelqu'un qui était mon maître, Marcel Chermak, qui est mort, qui était le très grand clinicien, probablement le plus grand clinicien des psychoses qu'on a eu en France. Et j'étais dans son service, très jeune interne, en 1980. Et il recevait dans ce service les premiers cas de transsexualisme à l'époque. On est quand même en 1980, attention, hein, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il est vrai que dans mon souvenir, Marcel disait que dans la plupart des cas que nous recevions, le côté psychotique, disait-il, un peu délirant de l'affaire était assez marquant. Bon, il en faisait donc une catégorie. Bon. 40 ans ont passé, et les articles que nous avions commis à l'époque pour raconter ça, on ne pourrait pas les écrire aujourd'hui pareil. C'est-à-dire que les jeunes à 13-14 ans qui viennent demander à leur médecin, à l'endocrinologue, qui viennent protester du fait que leur identité de genre n'est pas conforme à leur sexualité, que c'est pas, et loin s'en faut, c'est pas des psychotiques, hein. C'est pas des pervers, c'est pas des psychotiques.
Le trouble est souvent précoce, c'est-à-dire il raconte que dès l'école petite, il ne se sentait pas dans l'image ou dans la nomination d'appartenance au cercle d'appartenance nommé. Et donc vous vous heurtez aujourd'hui, effectivement, dans certaines consultations, dans certaines demandes, à quelque chose qui, je dirais, auquel on n'était pas si préparé. Hein. Je crois que, comme praticien, on n'était pas préparé parce que accompagner vers quoi un adolescent de 13 ans qui demande une réassignation de l'image, du nom et du sexe, bon, évidemment, c'est énorme. Donc vous avez aujourd'hui, il vous suffit d'ouvrir la radio, quand il parle à la radio, ou d'ouvrir les revues, ou d'ouvrir les sites internet, et vous avez des psys et des médecins qui prennent des positions complètement antagonistes les uns des autres. Absolument, les uns disent mais c'est le diable qui est venu, c'est une folie, il faut interdire tout ça, tout arrêter. Et puis d'autres qui ne font pas tellement de discours, mais qui sont ceux qui, dans les services, accompagnent, qui reçoivent les familles en difficulté, les jeunes, et essayent de les accompagner. Voilà où on en est. Mais je dirais, enfin, retenez ceci, moi j'ai eu la chance d'être à ce moment-là à l'hôpital Sainte-Anne. Dans ces questions de transidentité aujourd'hui, il y a beaucoup moins de psychotiques ou de grands pervers. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Ça, il faut dire que ce n'est pas le cas. Si on vous raconte l'inverse, vous protesterez en disant que c'est un propos fallacieux. Dis-moi, voilà. Jean-Jacques, Oui. dans l'article que tu nous as fait passer, Oui. tu parlais de... Je ne saurais pas dire, j'ai peur de dire une bêtise. Non, vas-y. Tu parlais de cette interprétation talmudique, je crois, sur la phrase « Dieu créa l'homme et la femme ». Et donc il y a une interprétation. Est-ce que tu peux parler de ça? Parce que moi je vais... Alors, non, même, oui, non, c'est juste, je pourrais pas parce qu'il faudrait faire venir un vrai talmudiste. Parce que même ces grandes phrases sur lesquelles on s'appuie, hein, pour dire que depuis la nuit des temps, il est écrit que... Et si vous interviewez, là, vous pourriez le faire à Nice, là, vous demandez au rabbin du coin de venir. Vous dites, mais comment vous lisez, vous, s'interprète cette première phrase de la Bible, et vous verrez que le terme homme et femme sont très équivoqués par les talmudistes. Et souvent, ils remplacent ça par trou et vérité. C'est pas, ils utilisent d'autres métaphores que les métaphores habituelles. Hein, et donc les grandes métaphores de mise en place, pour les gens de haute culture comme ça, sont beaucoup plus complexes dans leur tissage que ce que nous en retenons habituellement. Et donc c'est intéressant. C'est intéressant, et d'ailleurs, dans la Kabbale, vous savez, dans cette mystique juive, les questions d'identité sexuée sont traitées de manière assez complexe. Un grand kabbaliste... alors, est-ce que c'est pareil dans la théologie chrétienne? Ça, je ne saurais pas vous dire, mais il y a eu des grandes mystiques féminines qui ont raconté des choses, etc. Il faudrait... Et je sais que dans la culture imaginaire ou de croyance de certains peuples, il y a des questions complexes sur les questions de sexualité. Hein. Voilà, je m'en arrête. Juste une toute petite note à propos du polyamour. C'est pas si nouveau que ça, parce que si on repense à George Sand, si on repense à un film comme Jules et Jim qui montre ça d'une manière si belle, si magnifique, et c'est des choses très anciennes, hein, là où les artistes font en avance sur leur temps. Hein. Et alors ça s'est assoupli, et maintenant, aujourd'hui, on peut le mettre en pratique. Ou l'entendre. De répondre au matriarcat, à la question à propos du matriarcat. Alors je ne vais pas être ensuite contredite par ce qui va arriver après ce qui se passe actuellement dans l'anthropologie. On a tendance à considérer qu'il n'a jamais existé et que certaines sociétés comme les nains de Chine, hein, c'est toujours l'exemple qui est donné, et évidemment il existe des formes de pouvoir féminin, mais en tout cas l'équivalent du patriarcat en matriarcat, non. Chez les nains de Chine, c'est une société donc sans homme et sans mari où la reproduction se fait par visite, hein, les hommes viennent visiter les femmes, etc. Pas de mari, et du coup les enfants vont vivre chez la mère de leur mère. Donc effectivement là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du matrilinéaire et avec des femmes, mais il y a toujours les oncles maternels en fait qui vivent aussi chez la mère de la mère et qui sont là. Donc voilà. Et puis là justement j'ai relu 2-3 choses pour venir ici. Et Françoise Héritier, par exemple, souligne que chez je crois que c'est Françoise Héritier,
que chez les nains, ce sont les hommes qui choisissent les femmes. Ce sont eux qui viennent solliciter les femmes qui, à leur fenêtre, leur disent oui ou non. Mais ce sont les hommes qui choisissent quand même. Elles peuvent dire oui ou non, quoi. Mais elles ne se déplacent pas pour aller choisir. Elles sont quand même toujours dans cette position souvent féminine qui est de ne pas trop bouger, quoi. Voilà. Et pour le polyamour, effectivement, c'est quelque chose, la romantique, enfin justement, Godelier travaille sur les barouillas avec des initiations masculines et féminines, par fellation, enfin, etc. Enfin, c'est pas du polyamour. Alors, je parle plutôt des pratiques bisexuelles, là, pour le coup. Polyamour, on ne sait pas trop. Mais, et la romantique, enfin, peut-être que ce qui est intéressant, moi je voudrais rebondir là-dessus et vous poser la question, le fait que ce soit les femmes qui l'énoncent, parce que peut-être que dans notre société, justement, il n'existe, la pratique était pratiquée, me semble-t-il, par les hommes, peut-être de façon plus facilement officielle que par les femmes, et peut-être que ce qui se passe de nouveau, c'est du côté de quelque chose qui se dit et qui se pratique du côté des femmes. Alors, enfin, comment dire, quelque chose qui se déplace de ce côté-là, peut-être. Moi, j'ai aussi l'impression, en regardant autour de moi chez les jeunes gens, que c'est surtout quelque chose qui ne se revendique pas, mais qui se vit avec une évidence, un naturel, et c'est même, ça les surprend quand nous, on s'interroge dessus et qu'on leur demande de se positionner par rapport à ça, parce que, et justement, de qualifier amant, pas amant, le principal, enfin non, c'est quelque chose qui s'est imposé et qu'ils vivent assez naturellement. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples autour de moi, donc c'est pas... Mais oui, c'est Jules et Jim, mais Jules et Jim, c'est une histoire, je sais pas d'où ça part, mais c'est un film. Est-ce que dans la société, dans la réalité, et c'est un roman sans doute, là, on a des histoires de vie autour de nous, et encore une fois, qui ne cherchent absolument pas à être validées. Enfin, c'est comme ça se vit. Ça, je pense que c'est un grand changement. En fait, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites sur le fait que ça ne se revendique pas. Moi, j'ai plutôt une clinique aussi de jeunes femmes ou de jeunes hommes, plutôt pour le polyamour de jeunes femmes, effectivement, qui sont plutôt un peu injonctées par disons, une notion comme ça, que ce serait bien le polyamour, et qui se retrouvent dans des situations où finalement elles sont en difficulté avec ça, et il y a quelque chose comme ça quand même d'une injonction sociale et idéologique, et je dirais que quand elles viennent quand même aussi travailler en fait, c'est aussi elles essayent un peu quand on les débarrasse finalement un peu de cette question-là qu'elles avancent toujours sur il faudrait que je sois comme ça, il faudrait que je puisse être libérée de cette manière-là, etc. Elles passent à autre chose en fait dans leurs questions, et je pense que c'est ce que vous disiez, M. Tissler, en disant on est sur la crête. Je pense qu'il y a toutes sortes de cas singuliers, hein. Moi j'ai quelques patients qui me font penser à ça, et je pense que pour la bisexualité il y a aussi ça, il y a aussi finalement j'ai aussi eu des jeunes gens qui viennent amener une clinique qui se joue sur ces questions, et où ils commencent par un argument un petit peu inscrit idéologiquement, parce qu'il y a aussi des aspects militants quand même, et moi j'habite à Marseille, dans un quartier en plus où je recrute pas mal de gens jeunes, alternatifs, qui portent ces questions-là de façon assez forte, et qui font partie d'associations, etc., mais qui, au fond, dans leur vie intime, peuvent être en difficulté, et qui, là aussi, assez vite, si on écoute simplement et que ça tombe un peu, cette question de l'idéologie, voilà, ils arrivent à passer à d'autres choses. Mais je trouve qu'il y a une certaine injonction. Dès lors qu'on parle de l'inceste, en tout cas moi de mon côté, je n'ai entendu que l'inceste associé au crime, au viol. Je n'ai pas véritablement entendu parler de ces cas d'inceste, soit incestueux véritablement, où il y a une consommation sexuelle consentie des deux côtés, soit la question de l'inceste du côté de l'incestuel, qu'on retrouve dans pas mal de familles dans lesquelles les membres n'ont plus de place attitrée, c'est-à-dire qu'on peut retrouver une personne à la même place, un enfant qui va devenir à la fois l'oncle, le père, l'enfant symptôme, pansement, etc. Et dans le même temps aussi, l'incestuel, tel que pour certains d'entre nous ça va résonner comme de l'inceste. Donc là, du coup, à vous écouter, dans le même temps je vous suis, et dans le même temps j'arrive pas à vous suivre.
Ben, c'est ça qui est, non, mais c'est ça qui est bien. Il faut pas justement sur des. Non, mais heureusement, vous vous rendez compte, heureusement que sur des questions aussi vastes, aussi incroyables, on suit collectivement jusqu'une partie, puis tout d'un coup, on ne sait plus si on est d'accord, si on n'est pas du tout d'accord, s'il faut compléter. Heureusement, on en est tous à questionner l'orée de questions aussi vastes. Donc la famille, ce qu'on appelle effectivement signifiant famille, même chez nous, c'est pas toujours sur le même toit, c'est évident maintenant, c'est pas toujours sur... Bien sûr, vous avez raison, c'est pas propre à la famille africaine, entre guillemets, qui a des caractéristiques comme d'autres familles du monde en ont d'autres. Alors, c'est juste un mot, il y a un très beau livre d'une philosophe, Manon Garcia, sur la question du consentement. Parce que le mot consentement, hein, dans la sexualité humaine, il mérite un peu d'être réfléchi. Hein, parce qu'elle dit à juste titre, et on le sait tous, il n'y a pas besoin de rentrer dans la crudité, elle dit que la plupart des femmes consentent à des tas de trucs sexuellement, mais c'est pas du consentement au sens... Est-ce que consentir, c'est... Oui, mais elle raconte ce que tout le monde sait, hein, c'est que, bon, je fais plaisir parce que c'est comme si, je peux pas faire autrement parce que c'est comme ça, et donc, il faut déjà, vous voyez, quand on sort un signifiant comme ça, le consentement, il faut mieux s'arrêter comme elle fait. Donc elle a fait un très beau livre qui s'appelle Notre sexualité. En fait, qui s'appelle La conversation des sexes, philosophie du consentement. Vous voyez, il y a un livre entier où elle dit attention aux mots lui-même. Parce que ça, c'est un attrape-piège fantasmatique masculin, souvent. Elle a consenti. Hein. Et or, on sait bien, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste, il suffit d'interroger nos vies et ceux qui nous entourent pour savoir que dans la sexualité, y compris intraconjugale, en guise de consentement, parfois, c'est pas ce qu'on croit. Donc, vous voyez, on tombe pile, mais ce qui est super, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des psys qui nous aident à nous interroger. C'est souvent des philosophes, des anthropologues, des juristes. Et alors, peut-être la question du consentement en droit, oui. Non, mais la définition de la famille... Alors, moi, je suis complètement comme vous, madame. Depuis tout à l'heure, je me dis qu'on ne parle pas le même langage entre chacun des intervenants. Et je suis d'accord avec vous, les mots en droit ne vont pas avoir la même signification qu'ils vont l'avoir en psychanalyse ou en anthropologie, certainement. En droit, quand on parle de la famille, alors le Code civil ne définit pas la famille, en tout cas pas directement, il n'y a pas un article qui dit la famille c'est... on va le trouver indirectement dans les droits des successions, parce qu'il faut bien à un moment dire qui est héritier et qui ne l'est pas. Donc en fait, c'est quand on parle de souk, au final, on parle des concepts. Le droit de la... Enfin, du coup, les héritiers qui sont les membres de la famille, en droit, ça va être les alliés et ascendants-descendants jusqu'au 6e degré inclus. Alors c'est très compliqué, il faut faire des schémas, mais grosso modo, vous comptez les lignes, alors un trait pour une alliance, un trait pour un ascendant, un trait pour un descendant, et puis vous comptez comme ça. Donc votre cousin germain, il va être de votre famille, mais le cousin de votre cousin, il ne va plus l'être, parce qu'on va avoir passé les 6 traits. C'est très mathématique. Alors le droit, c'est du mathématique appliqué à l'humain, hein, c'est juste ça. Mais du coup, la famille en droit n'a rien à voir avec la famille émotionnelle, que vous avez pu évoquer tout à l'heure, effectivement, avec les enfants, je dis, voilà, ça c'est ma famille, ou avec l'ami d'un copain de son fils qu'on aurait hébergé longtemps, qui du coup va être de la famille aussi, ou dans certaines, effectivement, cultures africaines, beaucoup vont me dire, c'est ma sœur, alors qu'en fait, si moi je réagis avec mon concept juridique français, non mais ça peut pas être sa sœur, parce qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes parents. C'est complètement différent, mais c'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes plans. De ce que j'ai compris, l'idée aujourd'hui ici, c'est justement de confronter ces plans. Donc moi je suis comme vous, voilà, je suis tout complètement à côté et j'essaie d'observer les plans qui sont sur les mêmes concepts, mais qui sont complètement différents de ce que je peux vivre dans ma pratique. Voilà, ça c'était pour la famille juridique, qui donc n'a rien à voir avec la famille psychanalytique. Sur le consentement ensuite, en droit, le consentement, ça va être de dire oui
Et j'entends ce que vous disiez sur le consentement, qui n'était pas un consentement quand, dans les rapports éventuellement conjugaux, on dirait ça va pour lui faire plaisir. En fait, le consentement, c'est dire oui, quelle que soit la raison. Oui, parce que ça va lui faire plaisir, c'est un oui. On a le droit de dire non parce que j'ai pas envie de lui faire plaisir. En droit, le consentement, c'est dire oui. Quel que soit ce qui va motiver le oui. Ça peut ne pas être un oui parce que j'ai envie, c'est pas grave, c'est un oui quand même, dès lors qu'il est assumé et qu'il est choisi. En droit, ça va être ça. Alors, peut-être qu'en psychique, le oui, c'est oui, j'ai envie. Mais le consentement, non, c'est pas ça. Et le qui du mot consent, ça se traduit comment en droit? Alors là, il faudrait mettre des faits d'espèce. C'est-à-dire que la fille qui est tétanisée et qui dit rien, non, elle consent pas. C'est pas ça. Celle qui dort, c'est pareil, elle consent pas. Donc il y a toute une pression culturelle, familiale, qui oblige à dire oui à la personne. Est-ce que c'est un oui de consentement? C'est un oui d'abandon de n'importe quoi? On m'a dit, alors, il faut que, je dois, etc. C'est là que le travail du tribunal va être très difficile, parce qu'il va falloir faire la part des choses entre ce qu'elle avait la liberté de choisir, ou il d'ailleurs, parce qu'on parle de femme, ce que la personne avait la liberté de choisir ou n'avait plus la liberté de choisir en fonction du contexte. C'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'appréciation, qui va effectivement être très compliquée. Mais en gros, si la personne avait la liberté, la possibilité de choisir, alors son choix va être entendu, qu'elle ait dit oui ou qu'elle ait dit non, et quelles que soient les raisons pour lesquelles elle aura dit oui ou non. Si elle n'était pas en capacité de choisir, parce que ça arrive souvent hein, dans les affaires d'agression sexuelle, j'ai en tête le cas malheureusement assez fréquent finalement, alors j'ai pas de proportion et j'espère que, comme de toute façon ce que je vois c'est forcément ce qui se passe mal, j'espère que c'est pas si général que ça, mais sur les relations sexuelles qu'il va y avoir notamment entre une jeune fille qui va avoir 13-14 ans, placée par l'aide sociale à l'enfance assez régulièrement dans la famille d'accueil avec parfois le compagnon de la dame de la famille d'accueil. Ce compagnon va dire non mais elle était consentante, elle voulait, elle n'a jamais dit non, et la gamine qu'on va voir en général 2-3 ans plus tard, hein, c'est vraiment sur le coup, va dire bah oui, mais parce qu'il était gentil, je savais pas trop, et puis je l'aimais bien, c'était le seul qui m'écoutait, c'était le seul qui était présent pour moi, j'avais l'impression d'exister, et puis je me sentais jolie. Bon, elle a dit oui, elle a dit non. Qu'est-ce qui était encore de son libre arbitre, qu'est-ce qui n'était plus? Alors c'est pour ça que d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans, il y a eu une grosse discussion et qu'il y a eu un âge minimum fixé pour le consentement. Parce qu'il a bien fallu à un moment se dire, ben non, on ne peut pas se dire qu'à 13 ans, elle avait la possibilité de faire le choix quand même. Est-ce que vraiment elle était en capacité psychique de raisonner, de se dire qu'elle allait dire oui? Mais c'était quelque chose qui pour nous juristes là pour le coup était compliqué. Parce que tant qu'on n'avait pas d'âge minimum, il fallait faire ce travail, et faire le travail de rentrer à l'intérieur de la tête de cette jeune fille, c'était pas possible en fait. Personne ne peut rentrer dans la tête d'un autre. Donc voilà, on a eu des décisions comme ça qui ont pu heurter beaucoup l'opinion publique, qui ont pu nous heurter nous-mêmes beaucoup. Hein. J'ai le souvenir d'un acquittement sur un viol d'une gamine de 11 ans parce qu'elle n'avait pas dit non. Alors je vous rassure, en appel, elle a été condamnée. Hein. Ça n'a pas duré. Mais c'est vrai, voilà, il y avait des dossiers qui pouvaient être compliqués. Maintenant, il y a un âge. Voilà, en dessous de 15 ans, c'est non. Même si la personne dit oui. C'est ça, c'est-à-dire que la loi, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. À un moment donné, ça tranche. Alors, moi, j'ai toujours dit, est-ce que consentir, c'est dire oui? J'ai posé la question. C'est que ça revient à ce que vous dites. Ça peut être oui, ça peut être non, consentir. Mais nous, on n'est pas sur le même plan. Oui, en fait, on utilise un même mot pour dire d'autres choses. Pour nous, ce qui comptera, c'est ce qu'il en est du désir du sujet, de ce qu'il pourrait en dire, de ce qu'on pourrait entendre, du désir du sujet. Voilà. Mais c'est sûr que ça ne peut pas intéresser, ça ne peut pas concerner. Le juge, voilà, bien sûr. Mais avant le livre de Camille Couchet,
Kouchner, il y a eu celui de Vanessa Springora, justement, elle en a fait le titre. Le titre, c'est Le consentement, et ça dit exactement tout ce qu'on est en train d'essayer de montrer. C'est à la suite aussi, parce qu'effectivement, oui. la loi a finalement été votée. C'était en réflexion depuis un moment, parce qu'il y avait plusieurs faits divers qui avaient heurté l'opinion publique. Mais c'est, il me semble, à la suite du livre de Mme Springora que ça a été voté. Oui, je voulais juste souligner la différence qu'il y a entre la loi et puis ce qui se passe dans les cabinets qui n'a pas de valeur universelle. On ne peut pas en dégager une loi parce que dans un cabinet, eh bien, quelquefois, il faudra des mois, parfois plus encore, pour que se dégage un signifiant. C'est-à-dire que la personne, homme, femme, finisse par entendre elle, a été violée, par exemple, ou d'autres choses, qu'un signifiant prenne une valeur. Et il faudra parfois des mois, des années pour entendre ce qu'il avait accepté, qui était normal, il ne savait pas, et que ça avait généré un des symptômes, des choses inconnues de lui, dont il ne comprenait absolument pas l'origine ni le sens. Donc on retrouve la valeur de signifiant qui est propre. Si on peut dire à chacun, la difficulté de la loi, c'est d'universaliser ça, c'est-à-dire qu'un signifiant puisse avoir une valeur universelle. Et aujourd'hui, on voit bien la difficulté que ça représente, cette valeur universelle. Il faut dire que vous savez, même dans les... Ça, vous êtes au courant par la presse, hein, même dans les milieux universitaires, actuellement, il y a des enquêtes. Ah oui. Mais non, mais c'est parce que ça, le droit peut pas... Il est obligé de l'accepter, alors ça peut pas être légal. Bon, c'est parce qu'évidemment, si vous êtes à l'université, donc c'est pas des enfants de 13 ans, pourtant, mais il y a des pratiques qui étaient habituel, comme vous le savez, parce que il fallait bien sacrifier pour avoir sa thèse ou un stage ou avoir ceci, la chance de, ça paraissait naturel. Alors voilà, en guise de consentement, le oui. Et puis tout d'un coup, les mêmes dames se sont réunies en groupe, on dit, bah, ça commence à faire quand même. Hein. Comment se fait-il que dans des cénacles aussi scientifiques, aussi cultivés, ça soit obligé de passer à la casserole? Et donc, comme vous le savez, en ce moment, il y a plein de lieux de très haut niveau où ils mènent des enquêtes qui d'ailleurs ne vont pas être publiées, mais ils vont dire à certains, bon, c'est bon, maintenant ça suffit. Ils ont fait le ménage dans certaines facs de psychologie, hein. Ils ont viré les directoires, parce que, alors évidemment, là, quand on interrogeait les étudiantes qui avaient 30 ans, elles consentaient, on ne va pas dire que c'était pas oui. Mais ensuite, elles ont dit oui, d'accord. Sauf que ça semblait une obligation normale depuis des années, et maintenant, on en a marre, c'est non. Et donc, c'est pas... Alors là, le droit, il peine d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas comment faire. Alors souvent, ça se règle entre le ministère en secret et les grands cercles des lieux, et on met à la retraite, là, donc au revoir, on évince, ils ne sont pas pénalisés. Hein. Alors, et ça, il suffit de lire la presse, c'est en cours. non, ils ne le sont pas encore. Oui, ils ne sont pas encore. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'être. On sait pas. Simplement, le temps de la justice est beaucoup, beaucoup plus long que le temps disciplinaire. Dès lors qu'il y a une plainte sur un sujet comme ça, il y aura une réponse judiciaire. Après, laquelle elle sera, on n'en sait rien. Dans combien de temps, on n'en sait rien. Et est-ce qu'elle sera médiatisée, on n'en sait rien également. Mais les deux procédures vont forcément se mener de front et la justice n'a rien à faire de savoir quelle est la sanction disciplinaire qui a été prise ou non. Dès lors qu'elle est saisie, alors la justice est pour le coup peut-être un peu ayatollah là-dessus, mais quand on dit que les juges sont indépendants, ils sont très farouchement attachés à cette indépendance. Donc, quelle que soit la position de la personne qu'on va mettre en cause devant eux, quelles que soient les implications que ça va pouvoir avoir, j'ai envie de dire, le juge s'en contrefiche la plupart du temps. Non, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Zenel, par exemple, tout à l'heure, sur la question éventuellement de la valeur d'un signifiant du mot famille ou d'autres choses dans d'autres continents, d'autres ethnies, d'autres cultures, etc. C'est revenir là encore sur ce qu'on entend dans le cabinet, là où on est face, où il y a une personne qu'on écoute. Et là, c'est la valeur du mot, du signifiant pour cette personne. C'est ce qui compte. C'est pas la valeur au niveau de
C'est pas, bien sûr, c'est induit aussi, c'est inclus dedans. Et c'est pas uniquement la valeur dans la loi, c'est la valeur pour cette personne. C'est comment elle a reçu ce signifiant. Le social intervient, elle ne l'a pas inventé, elle l'a reçu des parents, elle l'a reçu de l'école, etc. Tous les signifiants tout ce symbolique-là est hérité de quelque part, mais ça a une valeur pour elle-même. Et du côté de la clinique, c'est ce qui compte pour nous, c'est la valeur du signifiant. Et qu'est-ce qui va pouvoir, qu'est-ce qui en découle au niveau du symptôme, et qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler, qu'est-ce que la personne va pouvoir travailler avec ça. Là j'ai pas le temps, mais j'avais aussi, je voulais parler aussi justement de en quoi l'anthropologie peut aider à penser la famille, et notamment l'anthropologie, elle pense la famille ici, là, aujourd'hui, ce dont on a parlé, mais elle le pense au milieu de tas d'autres formes de parenté en fait. Et j'avais comme ça prévu plein d'exemples, notamment ce qu'on appelle les systèmes de parenté en anthropologie, qui sont divers et variés, mais en même temps qui existent en nombre limité, et qui font que dans certaines sociétés dites par exemple de type hawaïen, un individu considère et nomme frère tous les enfants de germains, c'est-à-dire ce que nous appelons frères, sœurs et cousins germains, sont nommés et considérés comme des frères, ce qui signifie que dans ces systèmes-là, pas systématiquement, mais il peut arriver qu'un individu ait plusieurs pères, etc. Et du coup, j'avais prévu d'utiliser, j'en avais plein d'exemples pour montrer en quoi ces exemples-là relativisent encore une fois le catastrophisme très ethnocentré concernant les pluriparentalités, enfin toutes ces choses-là qui existent dans bien des sociétés, sous bien des formes. Et justement, je vous rejoins, enfin, la famille, ça n'existe pas en fait. Enfin, j'aurais tendance à dire ça. C'est quelque chose qui est pris dans des règles de parenté. Et d'ailleurs, du coup, Godelier, j'y reviens comme ça, voilà. Godelier qui, dans ses textes, contredit Lévi-Strauss, considère que la famille, l'interdit de l'inceste, ne sont pas en fait au fondement des sociétés, qui considèrent qu'au fondement des sociétés sont plutôt des éléments politico-rituels, considèrent que la sexualité, la parenté, les règles de parenté extrêmement complexes, variées, qui donnent lieu à des modèles pas infinis, mais quand même divers, ne sont pas au fondement des sociétés. Et ce qui est au fondement de la parenté, au fondement de tout ce dont vient de parler pour Godelier, c'est justement le désir sexuel qui est asocial. Et il considère qu'en fait, les sociétés viennent mettre là de l'ordre. Et ce désir sexuel, dit-il, enfin j'avais des citations, mais là tant pis, elles sont loin maintenant. Ce désir sexuel, dit-il, peut être justement le parler pour la société, et c'est le cas de tout ce qu'on vient de dire, là, parler pour la société, mais y compris le polyamour, la bisexualité, etc. La société vient parler dans lui, quoi, enfin à travers lui, il parle de double inconscient justement, il adresse la question au psychanalyste, voilà. Et donc ce désir sexuel, parce qu'il fait jouir l'autre et parce qu'il fait jouir de l'autre, peut être à la fois l'instrument du social, de l'ordre, etc., et en même temps peut le détruire. Et lui situe l'enjeu de toutes ces règles de parenté, de ces notions de famille, etc., de ces choses qu'on vient mettre là, à cet endroit-là, quoi. Voilà. Et donc il contredit Lévi-Strauss, etc. Il y a les théories de l'échange qui seraient à la base de tout, enfin de l'échange des femmes entre les hommes, qui serait à la base de tout. Pour lui, à la base de tout, c'est le contrôle sur ce désir sexuel et la menace qu'il représente pour tout ordre, quel qu'il soit. Et donc, du coup, l'ordre vient parler en lui, et il parle l'ordre. En fait. Non, c'est juste pour souligner avant qu'on se quitte, moi je partage l'idée que il faut faire fi de ce catastrophisme ambiant, parce que ça c'est terrible. Et d'ailleurs on le paye en ce moment en France par un appel à une forme d'autoritarisme de folie. On va voir ce qui se produit là. Enfin, or la question quand même, Hannah Arendt, qui est quand même pas rien, elle déclare après-guerre, elle savait de quoi elle parlait, elle dit ce que fut l'autorité. Elle veut dire par là que l'autorité classique héritée des Grecs et des Latins, nous ne l'aurons plus. Elle en fait le deuil. C'est quand même marrant, 1945. Elle sait de quoi elle parle, Hannah Arendt, tout de même. Mais pour autant, elle ne dit pas que le monde est fini. Elle ne dit pas, donc,
on va tous au cimetière. Elle dit, bon, il faudra faire avec autrement, autre chose. Donc, je crois que c'est important, effectivement, qu'on soit capable d'accueillir et sur un mode qui reste questionnant et divers, sans aller à se plaindre que le monde dégénère, qu'il a perdu tout appui à l'autorité syndicale. On va pas la catégorier une jeunesse entière, une classe d'âge, en disant mais ils sont tous devenus illuminés. Il faut faire attention à la façon dont on parle à nos enfants, tout de même. Donc moi, c'est peut-être ça, quand même. C'est-à-dire, ça pose des questions très vastes, très amples, qui ont déjà existé au cours des âges, au cours des peuples, au cours des siècles, mais arrêtons d'avoir ce goût qui ne peut faire appel qu'au pire, effectivement. Parce que si déjà aujourd'hui on a tout perdu, il ne faut pas s'étonner qu'un quelqu'un de providentiel arrive en disant « me voilà », c'est forcé.